Salut tout le monde, c'est Roswell, de retour pour la troisième partie de ces vidéos sur les top 10 5 étoiles par couleur. On va s'attaquer cette fois-ci au héros vert. Avant de commencer, je rappelle encore une fois le côté très subjectif de ce genre de classement. Tout le monde ne sera pas d'accord avec mes choix. Ça se comprend complètement et ça se défend. Tout le monde a sa propre approche du jeu et des héros. Et bien voici mon approche pour les verts. Donc, le top 10 des verts à la 10e position, j'ai placé la Mère Noël. La Mère Noël, c'est une classe ecclésiastique qui lui accorde donc un certain pourcentage de chances de résister à certains effets de mana négatifs, ce qui est toujours sympa. Elle a une mana lente et clairement des stats de tank, 605 d'attaque, 819 de PV, de défense pardon, et 1462 de PV. On a déjà vu ça chez les rouges et chez les bleus. C'est vraiment des stats de tank. Sauf que c'est un héros qui est assez particulier parce que malgré cette mana lente et malgré ses stats de tank, c'est pas un tank. Ce serait même la plus mauvaise position à laquelle on pourrait la placer. Pourquoi? Et parce que tout simplement on va voir ça avec sa CS, donc elle restaure 30% de la santé de tous les alliés, donc déjà, je l'ai déjà dit, un healer, c'est pas le meilleur tank qui soit, la meilleure place pour un healer ce sera plutôt en flank. Sauf que le côté healer, c'est pas la principale partie de sa CS. La principale partie de sa CS, c'est ce qui suit. C'est chaque allié tombé au combat a 50% de chance de revenir à la vie avec 10% de PV. Ça, c'est quelque chose de très très fort. À ma connaissance, il n'y a que 3 héros qui font ça. Il y a la Mère Nord, il y a Alberic et il y a Emdal. Et c'est clairement elle la meilleure dans ce domaine. Et ce domaine-là, ça fait que on a plutôt envie, et en fait sa meilleure place ce sera sur l'aile, et pas n'importe quelle aile, ce sera sur l'aile gauche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un tank, ça va être le premier personnage à mourir. Les flancs généralement vont être visés en 2 et 3. Et plus elle sera sur le côté, et donc plus elle mourra en dernier, plus elle aura de chance de faire revivre un maximum de héros et de faire repartir votre raid à zéro, quoi. Et en plus de ça, c'est pas tout de la mettre sur l'aile, le mieux ça reste de la mettre sur l'aile gauche. Puisque on sait l'IA qui contrôle votre défense va déclencher les CS de gauche à droite. Si vous la mettez sur l'aile droite, elle va déclencher sa CS en fin de tour et donc elle va faire revivre les alliés à la fin du tour. Elle va faire revivre et ensuite ce sera à l'attaquant de jouer. Alors que si vous la placez sur la gauche, elle va faire revivre vos héros. Et là, ce sera à ces héros-là justement de jouer, c'est-à-dire de balancer soit leur attaque normale, soit si vous avez de la chance et qu'ils avaient leur CS chargé quand ils sont morts, ils vont pouvoir balancer leur CS. Si parmi ces héros il y avait un healer, bim, il va soigner tout le monde et ça va vous faire repartir le raid et ça peut vraiment vous faire gagner le raid, quoi. Donc vraiment, la Mère Noël, un excellent héros qui est aussi très utilisable en attaque. En attaque, la position par contre n'a pas vraiment d'importance, hein. Que vous la mettiez sur l'aile gauche, au centre ou sur la droite ou en flanc, peu importe, c'est vous qui décidez quand vous la déclenchez. Donc ça n'a pas d'importance. En attaque même, j'aurais plus tendance à la placer au centre puisque elle est très résistante, on l'a dit, elle a des stats de tank. Et si un héros en face qui tape plusieurs personnes, il y a des chances qu'il la touche et donc elle aura plus de chances de résister. Donc voilà, la Mère Nord, un très très bon héros qui est autant utilisable en attaque qu'en défense. Peut-être même plus en attaque justement parce que c'est le genre de héros où le mieux c'est de décider soi-même quand on la déclenche. Mais voilà, ce côté assez particulier et assez paradoxal, j'ai envie de dire, puisque mana lente et stade de tank sur l'aile, ça fait qu'elle ne dépasse pas la 10e position. Mais ça reste quand même déjà très bien d'être dans le top 10, hein. Ça reste un excellent héros. En 9e position, j'ai mis Cadillac costumé. J'aurais tout aussi bien pu mettre Cadillac sans costume, ou sans le costume, mais avec le bonus de costume par rapport aux stats. C'est une classe sorcier, donc la classe sorcier c'est un certain pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana de ses cibles. Or, Cadillac elle tape tous les ennemis, donc ça devient très très fort comme classe,
puisque voilà, elle peut diminuer de 50% la mana de tous les ennemis si vous avez la chance que la classe s'active à ce moment-là. Elle a une mana rapide, elle a de très bonnes stats qui font qu'on peut la placer un peu partout. Elle est à 698 d'attaque, c'est pas top, mais il y a pire, on va dire. 830 de défense, c'est vraiment très bien. 1398 de PV, c'est très bien aussi. Ça fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, hein, sur l'aile, sur le flanc ou en tank. Ça le fera sans problème, sans le costume. Donc c'est la version sans costume qui sera emblémée. Vous ne pourrez pas mettre les emblèmes directement sur la version costumée. Donc sur le costume, elle est druide et bah honnêtement, il n'y a pas non plus énormément de concurrence chez les druides, si ce n'est une Vela par exemple. Mais voilà, elle peut facilement prendre les emblèmes et donc devenir un très très bon tank. Euh, à tendance plutôt offensive puisqu'elle va taper tout le monde. Elle inflige 170% de dégâts à tous les ennemis, ce qui est pas mal. Tous les ennemis obtiennent 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. C'est assez sympa. Après, voilà, c'est 45% de chance. C'est quelque chose d'assez aléatoire. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup hésité avec la version non costumée. Parce que la version non costumée, c'est plus 74% de défense contre les compétences spéciales. Donc en soi, ça peut être moins fort, dans le sens où bah, ça prendra quand même un petit peu de dégâts, mais au moins, ça sera à chaque coup. Ce sera à chaque fois qu'ils auront ces 74% de défense. Alors que là, il y a un côté aléatoire. Mais le bonus de stats fait que voilà, j'ai fini par choisir la Cadillac costumée. Dans les deux cas, honnêtement, je trouve que c'est très bien et les deux sont tout aussi polyvalentes, que ce soit avec ou sans costume. En attaque, c'est très bien aussi. En défense, comme j'ai dit, c'est très bien et ça peut être utilisé partout. Une mana rapide, ça peut être mis sur l'aile. Euh, c'est voilà, c'est vraiment très très bien. En plus de ça, chaque esquive invoque un sbire épineux avec 15% de PV et 15% d'attaque hérité du lanceur. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, ça va pas invoquer un sbire direct sur tous les alliés, mais si vous avez une Isarnia par exemple qui frappe tout le monde, qui déclenche et que bah, coup de chance, tout le monde esquive l'attaque d'Isarnia, tout le monde aura son sbire. Et des sbires, c'est toujours sympathique, ça fait un bouclier devant le héros et ça fait quand même un sacré bonus de défense mine de rien. Donc voilà, un excellent héros qui est très polyvalent, qui est plutôt pas mal, mais bon, il y a mieux, elle a la 9ème place. Je suis pas certain que tout le monde la mettrait dans le top 10, peut-être, et certains la mettraient mieux placée que ça, je suis sûr. Donc voilà, un excellent héros, la 9ème position pour Cadillac costumé. Ensuite, en 8ème position, j'ai mis Evelyn. Evelyn, c'est une classe ranger, donc c'est un certain pourcentage de chance d'esquiver tous les bonus de défense, y compris les contre-attaques, c'est toujours sympathique. Elle a une mana rapide, elle a des stats assez équilibrées, 727 d'attaque, 712 de défense et 1355 de PV. On va voir ça après, mais c'est très fort en attaque, c'est plutôt pas mal aussi en défense, ça fait un très bon flank. Moi, encore une fois, c'est vraiment le genre de stats moi, que j'aime bien chez les flanks. Et ça peut aussi être utilisé sur l'aile sans souci. C'est une mana rapide, donc voilà. Ensuite, au niveau de sa CS, elle inflige 210% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. La défense de la cible et des ennemis à proximité contre la nature augmente donc diminue de 54% pendant 4 tours. Et ben ça, si vous vous rappelez du top 10 chez les bleus, c'est une espèce de Frida, mais en version rapide, ce qui est toujours sympathique. La différence avec Frida, qui on va dire va justifier la mana rapide par rapport à Frida qui est moyen, c'est qu'elle par contre ne donne pas de bonus de défense contre la couleur opposée.
mais c'est un débuffer de défense spécifique, donc contre le vert. C'est très fort dans un mono, c'est très fort contre les titans. C'est vraiment un héros de choix et qui est vraiment très fort. Donc pour moi, elle méritait vraiment une place dans ce top 10. Ensuite, donc, son lien élémentaire, elle redonne 4% de santé à tous les alliés nature pendant 6 tours, ce qui est quand même assez sympathique. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé, et enfin elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Donc c'est un excellent héros, et le simple fait du bonus de défense spécifique pour moi l'a fait rentrer dans ce top 10 parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas remplaçable et qui est vraiment très important, particulièrement en attaque et particulièrement dans un mono. Ensuite, à la 7ème position, j'ai mis Zéline. Zéline qui est... Alors on a vu avec... juste avant avec Evelyn que on avait une espèce de Frida en vert. Et là avec Zéline on a quelque part une sorte de petit... Non, j'allais dire de petit Gravemaker, mais non, de petite Vela au final en vert. Donc il y a deux classes magicien. La classe magicien, c'est un certain pourcentage de chance d'infliger des dégâts supplémentaires pour tous les ennemis qui bénéficient d'un bonus. Elle a une mana rapide. Elle a des stats qui sont pas mal, plutôt orientées offensives. 764 d'attaque, 688 de défense, c'est un petit peu juste quand même, c'est même pas top. Et 1308 en PV, c'est dans la moyenne basse on va dire. Elle inflige 143% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est toujours plutôt sympa, c'est un petit peu son côté Vela. Et tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque pendant 4 tours, c'est aussi un côté Vela. Elle inflige des dégâts supplémentaires contre la glace, donc contre je vais y arriver, contre la couleur contre laquelle elle est déjà forte. En gros, Zéline, ça va être un petit mélange entre une Vela et un Gravemaker, puisqu'elle va taper plus fort la couleur contre laquelle elle est déjà forte, elle va taper tout le monde et elle va appliquer un debuff d'attaque. Et en plus de ça, elle retire les bonus de tous les ennemis, ce qui est toujours vraiment très sympa. C'est un héros qui est très polyvalent, on peut l'utiliser autant en attaque qu'en défense. En défense, ce sera plutôt un flanc, éventuellement une aile, mais plutôt un flanc. Encore une fois, bon après ça c'est à titre personnel, mais je préfère des héros qui font plus de dégâts que ça sur l'aile, même si c'est sur moins de personnes. Mais c'est un excellent héros, c'est un ancien héros du mois, un des premiers héros du mois même, puisque on voit qu'elle n'a pas de lien élémentaire, et il y a vraiment que les tout premiers héros du mois qui n'ont pas de lien élémentaire. Donc voilà, Zéline, 7ème position, je pense que c'est tout à fait mérité, elle est très polyvalente, et voilà, elle est vraiment très bien comme héros. Ensuite, à la 6ème place, j'ai placé Lyanna costumée. J'ai mis Lyanna costumée plutôt que la Lyanna sans le costume, parce que je crois qu'elle fait un petit peu plus de dégâts au final que la Lyanna sans costume. Lyanna sans costume inflige 512% de dégâts, là où avec le costume elle ne fait que 482%. Sauf que elle a une stat d'attaque qui est quand même bien plus forte. Je crois qu'elle est dans les 730 ou 740 de mémoire, la Lyanna sans costume. Là, elle est à 773, c'est vraiment très très bien. Elle est de classe ecclésiastique, donc voilà, on l'a déjà vu, on va pas revenir dessus. Elle a une mana rapide, elle est à 773 d'attaque, donc ça on vient de le dire. 745 de défense, c'est franchement pas mal. 1364 de PV, c'est franchement pas mal aussi. C'est très équilibré, on peut en faire vraiment ce qu'on veut à ce niveau-là. Et l'avantage de la Lyanna costumée par rapport à la Lyanna sans le costume, c'est que en plus des gros dégâts, la cible reçoit moins 34% de génération de mana pendant 3 tours. Ce qui est toujours très très bien, même si c'est sur une seule personne, débuffer la génération de mana, c'est quelque chose qui est très très fort. On a pu le voir avec Telluria, qui a été vraiment le tank privilégié pendant très longtemps. Et si elle était le tank privilégié, c'est parce qu'elle débuffait la génération de mana sur tout le monde. C'était pas son attaque, c'était pas son heal, c'était vraiment, c'était même pas vraiment ses sbires, même si c'était très très sympa. C'était vraiment le debuff de génération de mana. Elle est extrêmement équilibrée, on peut l'utiliser autant en attaque qu'en défense que contre les tanks, que contre les titans. Alors
vous remarquerez, hein, j'ai très souvent tendance à dire tank quand je pense au titan. Je vous laisse faire la traduction au moment adéquat. Voilà, donc en attaque, on l'a déjà dit tout à l'heure, la position n'a pas vraiment d'importance, vous la mettez vraiment où vous voulez. En défense, par contre, sa meilleure position, ce sera sur l'aile, comme pour tous les snipers. Ensuite, à la 5e position, j'ai mis Kingston, un autre sniper, qui est de classe combattant cette fois-ci. Donc classe combattant, je rappelle, c'est un certain pourcentage de chances de revenir à la vie avec un PV. Ce qui est toujours ça, hein. Si jamais il revient à la vie, vous avez votre healer qui est prêt, bim, vous pouvez lui donner tout de suite des PV et c'est reparti pour un tour. Une mana rapide comme tous les snipers. Une stat d'attaque à 749, 735 en défense et 1266 en PV. J'ai déjà dit, c'est la stat de sniper, c'est-à-dire qu'il y a un certain manque en PV. Généralement, les snipers vont avoir un certain manque soit en PV, soit en défense. Là, en l'occurrence, c'est les PV. La stat d'attaque est pas mal. Il y a plus fort, on l'a vu avec Liana juste avant, mais c'est quand même pas mal. Il inflige 445% de dégâts à la cible. Là aussi, il y a plus fort. Mais ça reste quand même très très fort. Mais ce qui fait que c'est un excellent sniper et qui passe devant Liana, c'est que la cible et les ennemis proches obtiennent moins 31% d'attaque et une diminution supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Et encore une fois, il n'y a pas de limitation à ça. Ce qui fait que ça peut vraiment être très très fort. C'est peut-être le plus gros des buffers d'attaque. En tout cas chez les verts, ça c'est à peu près sûr, mais peut-être même du jeu. Ensuite, en plus de ça, il y a un lien élémentaire qui donne plus 4% de génération de mana à tous les alliés nature pendant 4 tours. C'est très fort dans un mono. C'est vraiment très très fort dans un mono. Et ça, plus le debuff d'attaque, ça fait que c'est un héros qui est très fort contre les titans. Il est autant utilisable en attaque qu'en défense. C'est un sniper, donc sa meilleure position sera sur l'aile, mais c'est très bon aussi en flanc. En tank, par contre, non quoi. On trouvera toujours mieux. Honnêtement, on trouvera toujours mieux, même quelqu'un qui n'a pas un énorme deck. Alors ouais, un free-to-play qui n'aurait qu'un seul 5 étoiles par exemple. Éventuellement, je peux comprendre qu'ils le mettent en tank parce que au moins il débuffe l'attaque sur 3 personnes. Et il donne un petit peu de général. Enfin, oui, non, dans une défense, vaut mieux éviter de mettre plusieurs fois la même couleur. Mais enfin voilà, un très très bon héros, très très bon sniper. Ensuite, et c'est là où ça va se compliquer parce qu'honnêtement, la suite du classement, je vais pas vous le cacher, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment galéré. Il y a 2 héros dans la suite que je voulais absolument placer dedans et je ne savais pas vraiment où les mettre. 2 anciens héros, pareil, où je savais pas trop où les placer. J'ai fini par me décider pour la 4e position pour Telluria. Telluria, qui a pris, enfin on la présente plus, hein, une classe paladin, un tank clairement, 613 d'attaque, 832 de défense, 1425 de PV, une génération de mana moyenne. Et avant donc de rentrer dans le détail de sa CS, donc on va préciser qu'elle a pris énormément de nerfs dans la tronche. Qui l'ont beaucoup handicapé, mais le pire c'est que les nerfs que elle a pris, ça l'a beaucoup handicapé, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les nerfs que Vela a pris dans la tronche qui lui font perdre de l'intérêt. Donc elle n'a pas subi non seulement ses nerfs à elle, mais aussi ceux de Vela. C'est ce qui fait qu'elle a reculé jusqu'à la 4e position. Avant les nerfs, avant tous ces nerfs là, clairement elle était en première position chez les Verts et de façon indéniable et indiscutable. Voilà, elle perd beaucoup d'intérêt, elle fait beaucoup moins peur qu'avant. Alors soyons clairs, hein, ça reste un très bon tank. Hein. Ça reste vraiment un très très bon tank, ça reste un très très bon héros, mais elle fait plus aussi peur qu'avant quoi. Encore une fois, la fameuse GTV, hein, Gravemaker, Telluria, Vela, on savait pas trop comment l'attaquer quoi. On savait pas trop comment l'attaquer parce que vous pouviez pas attaquer en rouge parce que Vela vous ruinez votre équipe de rouge. Le fait que Vela ait pris autant de nerfs, ça fait que maintenant c'est bon, il n'y a pas de souci, on attaque en rouge contre Telluria et
et on peut s'en débarrasser, j'ai presque envie de dire assez facilement. Donc ça lui fait perdre énormément de place, mine de rien, énormément d'intérêt. On va s'intéresser un petit peu à sa CS avant de passer à la troisième position. Elle inflige 90% de dégâts à tous les ennemis. C'est franchement négligeable. C'est même carrément anecdotique, hein. Sur une base de stats à 613, c'est rien du tout. Elle invoque un sbire familier de la forêt pour tous les alliés. Pour tous les alliés proches. Alors ça c'est une erreur, c'est pas pour tous les alliés proches, hein. C'est pas juste sur 3 personnes, c'est sur tout le monde. Et c'est marrant que ça ait toujours pas été corrigé ça, parce que c'est pareil dans le jeu. Sur la carte du jeu, c'est marqué pour les alliés proches, alors que non, c'est pas du tout juste 3 personnes, c'est sur tout le monde qu'elle invoque des sbires. Qui ont donc 9% de PV et 13% d'attaque héritée du lanceur. C'est sympa, ça reste des sbires qui sont quand même assez chiants, hein, faut le dire. On s'en débarrasse plus facilement qu'avant, mais faut pas oublier qu'elle a quand même un gros stack de PV qui fait que même 9%, ça reste assez sympa. Donc moi j'aime bien les sbires de Telluria. Tous les alliés récupèrent 274 PV sur 2 tours, ça aussi ça a été nerfé. Alors, les sbires ont été nerfés, ça avait commencé à, je crois, 13% de PV, 13% d'attaque. Ils ont baissé les PV à 9% et l'attaque était non pas à 90% de dégâts, mais à 130 dégâts au début, 130% de dégâts sur tous les ennemis, c'est passé ensuite à 110 et ensuite à 90. Donc voilà, elle est vraiment mangée. Le heal aussi a été bien diminué. Je me rappelle plus exactement combien c'était. C'était peut-être dans les 400 au début, puis dans les 300 et enfin là à 274. Donc voilà, le heal c'est sympathique, mais c'est vraiment un bonus quoi. Vous vous allez pas vous en servir comme healer quoi. Vous allez vraiment vous en servir pour la suite de sa CS qui est tous les ennemis reçoivent moins 24% de génération de mana pour 2 tours. C'est quelque chose de très fort. Je ne sais plus si ça a été nerfé ou pas, si avant c'était pas 3 tours. Parce que 2 tours honnêtement c'est embêtant, mais on peut passer outre quoi. On peut se débrouiller pour l'éviter. Mais ça reste quand même quelque chose de très très fort. Et enfin, le lien élémentaire qui donne à tous les alliés nature 10% de chance de coup critique pendant 6 tours, c'est très très fort dans un mono. Donc c'est un très bon héros, c'est pas franchement très fort contre les titans, hein. La stat d'attaque est faible, elle buff pas vraiment l'attaque, elle n'apporte pas grand chose contre un titan. Le seul truc que ça apporte, c'est les plus 10% de chance de coup critique. C'est pas suffisant pour en faire un bon héros contre les titans. Mais par contre, pour le reste, ça va être très utilisable en attaque, il n'y a pas de souci. Ça reste toujours très fort en défense. C'est pas un mauvais flank, mais c'est quand même surtout un tank. Sur l'aile, j'aime pas du tout. Soyons clairs, j'aime pas du tout. Au niveau des. Au niveau comment ça. Ah, je vais y arriver. Des tours noirette, pardon. C'est pas mal dans les attaques de ruée. De toute façon, tous les héros qui n'ont pas une mana rapide de base vont devenir très très forts en attaque de ruée. En booster de bonus, c'est très fort. C'est très fort, hein, puisque voilà, elle va enlever la génération de mana. Enfin voilà, c'est franchement pas mal. En bataille sanglante, c'est pas obligatoirement top parce que on a besoin de héros qui font vraiment des dégâts sur la bataille sanglante et c'est pas ce qu'elle va apporter Telluria. Donc voilà, Telluria qui est descendu à cette 4ème position. Ensuite, à la 3ème position, j'ai mis Heimdall. Heimdall qui a longtemps été le 2ème tank vert du jeu, qui est passé à la 1ère position au niveau des tanks verts. C'est une classe paladin, donc qui va très très bien au tank. Une mana lente et des stacks, des stats clairement de tank, quoi, hein. 655 d'attaque, 844 de défense et 1417 de PV. C'est très puissant. Au niveau de sa CS, et on va voir on va voir la différence qu'il y a avec la mère Noël. Il booste la santé de tous les alliés de 500. Si la santé dépasse les PV maximum, des PV supplémentaires sont ajoutés temporairement, donc un healer. Deuxième partie de sa CS, chaque allié tombé au combat a
20% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV. Et tous les alliés reçoivent plus 30% d'attaque pendant 4 tours. Donc on voit qu'il y a quand même sur les 3 points de sa CS, il y en a 2 qui sont assez similaires à la mère Noël, et pourtant Heimdall ça reste un tank. Ça reste un tank parce que contrairement à la mère Noël, le point principal de sa PV, de sa CS, ça va être le heal, et c'est pas juste du heal, c'est du boost de santé. C'est encore plus fort parce que un healer qui va se déclencher alors qu'un attaquant, un de ses alliés n'a pas encore été touché, bah ça va rien faire à cet allié. Alors que Heimdall, lui, par contre, s'il se déclenche alors que ses alliés n'ont pas été touchés, il va quand même leur donner un bonus de santé, quoi, qui peut aller jusqu'à doubler le nombre de PV de ses alliés, ce qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Donc c'est vraiment le principal de sa CS, et là où le heal est un bonus chez la mère Noël, bah là ça va être la capacité à faire revivre qui va être un bonus chez Heimdall. Et en plus de ça, tous les alliés reçoivent plus 30% d'attaque pendant 4 tours. C'est aussi quelque chose qu'on aime bien avoir chez un tank, puisqu'il va faire briller ses alliés. Donc il va protéger ses alliés, il va faire briller ses alliés. C'est clairement ce qu'on recherche chez un tank. Et en plus de ça, avec un peu de chance, il va faire revivre ses alliés, quoi. C'est un héros qui est très très fort, qui du coup avec un bonus d'attaque, ça reste quelque chose qui est pas mal en attaque, contre les titans, pardon. C'est pas ouf parce qu'il n'y a pas une stat d'attaque qui est énorme, mais voilà, plus 30% d'attaque, c'est toujours sympa. Et c'est toujours fort contre du titan. C'est utilisable autant en attaque qu'en défense. Ça peut être utilisable en flanc. Sur l'aile, je suis pas fan, même si ça peut se comprendre aussi, mais encore une fois, plutôt sur l'aile gauche. Dans ce cas-là, sur l'aile droite, ce serait bête. Pour l'utiliser tout simplement comme on va utiliser la mère Noël, pour sa capacité à faire revivre. Mais encore une fois, c'est une capacité à faire revivre qui est moins forte que celle de la mère Noël. C'est vraiment un très très bon héros, mais j'ai choisi de le laisser en 3ème position parce que suivent 2 héros que vraiment j'adore et en lesquels je crois beaucoup. C'est des héros qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc voilà, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais je crois beaucoup en ces héros. Et à la 2ème position, j'ai placé Francine. Francine, donc héros qui vient du dernier événement Morlovia, pardon. C'est un héros voyou, donc un certain pourcentage de chances d'esquiver les compétences spéciales ou en tout cas les dégâts des adversaires. Ce qui est quelque chose de très très fort. Au niveau de ses stats, c'est très bien aussi, c'est vraiment équilibré, on peut en faire ce qu'on veut. Elle a 780 d'attaque, c'est très fort. 743 de défense, c'est très bien aussi. 1353 de PV, c'est franchement pas mal. On peut en faire ce qu'on veut, hein. Elle mérite largement les emblèmes, donc on peut vraiment en faire ce qu'on veut, au niveau de la défense, que ce soit sur l'aile, sur le flanc ou même en tank, ça peut se défendre, mais pour moi sa meilleure position ça reste le flank au niveau de la défense. Mais encore une fois, c'est aussi un héros qui est très très fort en attaque, avec une grosse stat d'attaque. Au niveau de sa CS, donc c'est une mana rapide, ce qui est toujours quelque chose de très fort. Elle inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. Et surtout, ce qui est génial sur elle, c'est qu'elle purifie les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Donc vous avez 3 héros en face que vous voyez qui vont se déclencher l'un après l'autre. Qui vont vous mettre, par exemple, il y en a un qui va vous mettre un debuff de défense, un autre qui va vous mettre un dot et un autre qui va vous mettre un debuff d'attaque. Vous n'allez pas vraiment les subir parce que vous allez purifier en ayant déclenché une seule fois Francine, vous allez purifier ces trois malus d'affilée, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. De base, le fait de purifier les effets négatifs, c'est quelque chose qui est très fort, mais là en plus sur 3 tours, c'est vraiment excellent. C'est vraiment quelque chose d'excellent. J'ai la chance de l'avoir eu et clairement j'ai très 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 envie de l'essayer en flanc de Mitsuko, puisque la dernière partie de sa CS inflige des dégâts supplémentaires contre la glace.
On a vu que Mitsuko, c'est un petit peu comme une Ursena, mais contre le bleu. Elle va attirer le bleu et punir le bleu, et bah Francine, elle va l'aider à punir le bleu en infligeant des dégâts supplémentaires euh, contre le bleu, alors que c'est déjà la couleur contre laquelle elle est forte. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très très fort. Et d'ailleurs, hein, dans les défenses du top 100, on la voit de plus en plus quand même, on la voit assez régulièrement. Et voilà, j'adore ce héros, je crois beaucoup en ce héros, et je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est un héros du top tier. Et ensuite, en première position, j'ai mis Frigg. Frigg, si vous avez vu la vidéo d'analyse avec Odin, j'ai expliqué pourquoi elle peut être vraiment hyper intéressante. Donc c'est aussi une classe voyou. C'est aussi une mana rapide, c'est aussi des stats qui sont très intéressantes et très équilibrées. Elle a 753 d'attaque, 760 de défense et 1320 de PV. C'est très fort en attaque, c'est très fort en défense, c'est très fort contre les titans, c'est très fort vraiment dans tous les domaines du jeu. Elle inflige 100% de dégâts à tous les ennemis, donc ça en soi c'est pas quelque chose d'énorme, mais bon ça reste sympa. Et surtout elle inflige 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier nature sur le plateau jusqu'à un total de 244% de dégâts. 244% de dégâts, par comparaison, c'est ce que fait Isarnia aussi. Donc ça peut devenir très très fort. De base c'est pas énorme, mais suivant le nombre de boucliers, donc de tuiles vertes sur le plateau, ça peut devenir vraiment très très fort. En plus de ça, tous les ennemis reçoivent moins 8% de défense, ainsi qu'une réduction supplémentaire de moins 4% pour chaque bouclier nature sur le plateau pendant 3 tours jusqu'à un maximum de moins 44% de défense. C'est pareil, ça aussi c'est pareil qu'Isernia. C'est vraiment quelque chose de très très fort. En gros, elle va apporter des dégâts, elle va apporter un debuff de défense et elle va vous compliquer considérablement la gestion du puzzle à l'adversaire. Donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement fort. J'en avais déjà parlé donc dans la vidéo d'analyse d'Odin. Pour moi, c'est un héros qui fait partie d'une méta qui pourrait devenir la nouvelle méta principale du jeu, comme l'était la fameuse GTV, qui serait le Chevalier Noir, avec en flanc Odin et Frigg. C'est quelque chose qui peut devenir super fort. Je vais pas spoiler non plus le top 10 des jaunes, mais voilà, c'est vraiment un trio qui peut devenir absolument infernal parce qu'il y a de l'utilitaire dans tous les sens, et de l'utilitaire qui est très fort entre du debuff de défense, du debuff d'attaque, du debuff de génération de mana. Euh, un puzzle qui peut devenir mais absolument ingérable. C'est vraiment quelque chose qui peut être très très fort. Donc voilà, pour moi, Frigg mérite cette première place. Et d'ailleurs, en regardant les graduations d'encore, hein, il a l'air d'être quand même plutôt d'accord avec moi, hein. Il y a des A+ pratiquement partout, à part en titan et en attaque de ruée. En attaque de ruée, parce qu'au final, bah, ça va pas changer grand chose le fait de passer en mana très rapide. On reste sur le même principe, rapide, très rapide, il n'y a pas une grosse différence. Seulement A, j'ai envie de dire seulement, contre les titans, parce que bah, ça va dépendre du nombre de boucliers sur le. Son impact va dépendre du nombre de tuiles vertes sur le plateau. Mais, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment très très fort, et pour moi, Frigg mérite cette première place. Encore une fois, c'est un héros qu'on voit de plus en plus dans les défausses du top 100, donc je pense ne pas vraiment me tromper à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour ce top 10 des héros 5 étoiles verts. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, ciao.